Bonjour à tous et bienvenue dans le K-Talk. Comme vous le savez, cette saison est dédiée aux étudiants étrangers qui viendront sur ce plateau afin de raconter leur parcours, leur tracas et tout ça dans l'objectif de motiver et d'orienter d'autres étudiants. Comme j'aime si bien le dire, lorsqu'on décide de venir étudier à l'étranger, on ne vient pas seulement avec sa valise et son visa, on vient avec un plan d'action afin de réussir ses études. Aujourd'hui sur ce plateau, nous allons recevoir un étudiant ivoirien qui est en France depuis un peu plus de 2 ans, qui est en alternance en assurance. Il viendra nous raconter son parcours et son insertion dans la vie professionnelle et dans la vie estudiantine. Afin de ne rien rater, suivez ce podcast. Alors, bonjour Johan, comment tu vas? Bonjour Audrey, je vais super bien et toi? Oui, j'espère bien. Bienvenue sur le K-Talk. Merci d'avoir bien voulu accepter cette invitation. C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Je t'en prie. Je suis très ravi aussi d'être avec toi dans ce podcast afin de pouvoir éclairer, partager mon expérience étudiante en tant qu'étudiant étranger en France à travers ta communauté et puis partager ça aussi avec les différents auditeurs. Avant de débuter le podcast, j'aime bien demander aux invités de se présenter. Donc, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Merci Audrey, je suis Eric Yuan, Mhm. étudiant âgé de 27 ans. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire Mhm. et je suis diplômé d'un BTS en gestion commerciale spécialité marketing. Mhm. Il faut dire qu'à la base, moi je suis un filinte. Je suis un filin et après mon diplôme du BTS, plus ou moins pour ceux qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, ils comprendront un peu le process quand on passe Mhm. l'attestation d'admissibilité du BTS. Après, il faut effectuer un stage dans le but de faire de la soutenance et puis d'avoir le diplôme. Mhm. Et donc, après le BTS, moi, j'ai toujours voulu poursuivre encore mes études. Que dans ce sens, j'ai intégré l'Institut universitaire d'Abidjan, UA, dans le cadre de la poursuite de mes études. Mhm. Et j'ai fait une année d'études en licence 2 en administration des affaires à l'UA. Et à côté aussi, j'avais toujours ce souhait de venir poursuivre mes études en France en tant qu'étudiant étranger, vu que j'ai ma sœur qui est installée en France depuis maintenant plus de 10 ans. Mhm. Et donc, j'ai fait Campus France. J'ai fait Campus France via une admission parallèle. Mhm. Et j'ai une admission dans une école de commerce pour effectuer un bachelor en finance. Ok. Donc, l'envie d'étudier en France, je dirais ce souhait-là est né de quoi? Du fait que tu te disais que les études à l'étranger sont meilleures ou c'est parce que tu voulais justement avoir une autre expérience que la Côte d'Ivoire? Alors, c'est une très bonne question. Euh, Moi, ce déclic-là, il est parti aussi, il vient en fait de ma sœur Mhm. qui effectue aussi ses études en Côte d'Ivoire, qui a fait un parcours scientifique, un très beau parcours Mhm. que je salue au passage. Et aussi, j'ai eu le temps de me renseigner sur le niveau de vie, sur le niveau d'études en France. Mhm. Et j'ai vu que le niveau des études en France était de très bonne qualité. Mhm. Et je me suis renseigné, j'ai échangé avec les anciens étudiants Mhm. qui ont fait le même parcours, qui ont fait le même process pour venir poursuivre leurs études en France. Mhm. Et donc, c'est toutes ces Les toutes ces informations. différentes informations qui m'ont motivé à vouloir venir poursuivre mes études en France. Ok, super intéressant. Parce que moi aussi c'est pareil, je pense. Quand j'ai voulu étudier à l'étranger, ce qui m'a le plus motivée, c'est lorsque j'ai appris qu'il y a l'alternance. Parce que moi, j'ai terminé mes études en Côte d'Ivoire. Eu mon bac plus 5 en Côte d'Ivoire, à l'UCAO. Donc, je me suis dit, eh ben, si j'ai la possibilité de travailler et la possibilité d'étudier en même temps, c'est tout bénef. Et la première école dans laquelle j'avais postulé, je pouvais faire la dernière année à Londres.
Ok. Donc, c'était vraiment super intéressant pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas et tout. Donc, c'est ce qui m'a vraiment motivée parce que faire toute une année, sachant que j'avais fait 5 ans d'études auparavant, refaire toute une année scolaire où je ne fais que ça, j'étais pas prête. Donc, quand je me suis dit, ah, il y a la possibilité de travailler en entreprise et d'aller à l'école en même temps, d'alterner, c'est super intéressant. Donc, c'est ça qui m'a le plus motivée à venir en France pour étudier, sachant que chez nous, on n'a pas ce système-là encore qui est établi. Parfait. Ouais, Ouais. c'est un sujet très, très, très intéressant, l'alternance. Et moi, à la base, à l'époque, pardon, j'avais pas en tête cette idée d'alternance. Moi, je voulais venir poursuivre mes études en France. Et puis, je rajoute aussi que c'était un rêve. C'était un rêve quand je voyais ma sœur qui avait fini ses études, elle travaillait, elle est cadre. Donc, j'avais aussi ce rêve-là de venir le réaliser. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tes démarches pour venir en France ont été faciles, je dirais? Est-ce que ça a été, on va dire, le processus a été très long ou pas du tout? Comment ça s'est passé, en quelques phrases? En termes de démarche, en termes de procédure, Mm. de mon côté, je suis quelqu'un de très curieux. Mhm. J'ai fait les démarches, la démarche Campus France de mon propre Chef? côté, de mon propre chef. Oui. Et donc, avec l'aide aussi de ma grande sœur, quand Mm. j'avais besoin de telle information ou par rapport à la rédaction de la lettre de motivation ou fournir tel justificatif, Mhm. je revenais vers elle, pardon, ma grande sœur qui me disait dans ce sens-là, tu peux faire, il y a plein de vidéos sur Google, il y a plein de coachs Campus France qui ont fait des vidéos sur YouTube, tu peux Mhm. regarder, tu peux te renseigner. Donc, Mhm. bon, ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis Mhm. de préparer toutes ces procédures. Et Mhm. puis, j'ai fait Campus France deux fois. Deux fois, j'ai postulé dans des universités publiques. Mhm. Malheureusement, mes candidatures n'ont pas été acceptées pour faute de niveau, vu que moi, je suis issu d'un parcours différent du BTS. Mhm. Et intégrer une licence dans une université publique, c'était pratiquement pas le même niveau. Ok. Et donc, j'ai échoué deux fois. Et la troisième fois, j'étais même découragé. Je voulais plus poursuivre la procédure. Et Mhm. donc, c'est ma grande sœur qui m'a motivé Mhm. à vouloir persévérer, espérer continuer encore de poursuivre les démarches. Ouais. Franchement, avoir les parents qui soutiennent et qui t'accompagnent dans ton processus d'évolution, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, je trouve que c'est une grâce. Et franchement, merci à tous ces parents-là qui encouragent et qui veulent en fait la réussite de leurs enfants, tu vois. Par exemple, moi, mes parents, ils ont payé que des universités chères. Enfin, mon université, c'était cher. Mon collège, c'était cher. Mon primaire, c'était cher. Et en plus de ça, tu finis et ils te disent, on a la possibilité de t'envoyer à l'étranger, on t'accompagne. Mais franchement, moi, je pense que c'est une grâce parce que c'est pas tous les parents qui sont à fond dans les études comme ça et surtout dans la vie de leurs enfants. Il y en a qui ont les moyens qui ne le font pas. Il y en a qui n'ont pas les moyens qui veulent ou qui souhaiteraient, qui ne peuvent pas. Mais franchement, quand t'as des parents qui sont à fond dans ce que tu veux faire et franchement, c'est une grâce. C'est pour ça qu'il faut rendre fier parce qu'ils ont placé la confiance en toi. Ils te disent, va étudier, ils mettent l'argent, ils mettent la motivation et toute l'énergie qui va avec. Donc franchement, c'est pour ça qu'il faut assurer quand tu viens étudier à l'étranger, monsieur, madame, concentrez-vous parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Tout à fait. C'est très véridique ce que tu dis, d'autant plus qu'aujourd'hui, moi, ce qui me désole un peu chez Mhm. certains étudiants aujourd'hui, c'est le fait de ne pas être curieux. Tu Mhm. vois, aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, d'Internet, Je suis tout tellement, est à notre portée, en je fait. suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord avec toi. Je te coupe pas la parole. Récemment, il y a une fille qui m'a envoyé un mail pour passer dans le K-Talk, Ok. mais elle m'a envoyé un mail. Limite, j'étais dépitée, désolée, mais je me suis dit, mais il y a ChatGPT, tu peux pas envoyer un mail comme ça à quelqu'un et cette personne a été à la recherche d'une alternance. Logique que tu trouves pas une alternance si tu oses envoyer un mail comme ça. Tu peux pas te permettre de ne pas savoir. Actuellement, on sait tout. Enfin, on a la possibilité de tout savoir parce qu'il y a tout sur Internet. Tu peux pas être en manque d'informations à moins que tu es paresseux et que tu ne veux pas chercher. Voilà. Parfait. Ouais, moi, je l'utilise au quotidien aussi dans la rédaction de mes courriers ou soit des messages. Mais Mhm. après, il faut aussi apporter l'aspect personnalisation, Oui, personnaliser le mail. Faut pas prendre typiquement ce que l'intelligence artificielle te oui, le dit. En fait, c'est une vraie menace aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais euh, c'est aussi un outil d'accompagnement oui, aujourd'hui oui, oui.
peu importe que tu sois étudiant ou salarié. Donc, moi, je l'utilise au quotidien, mais je l'adapte. Je copie pas typiquement ce qu'il me dit. Et puis, je modifie beaucoup aussi. Si je vais envoyer un mail, faire une recommandation, faire un courrier. Donc, c'est très intéressant ce que tu viens d'évoquer là. Moi, l'intelligence artificielle, je le vois comme, pour notre époque en tout cas, moi je le vois comme nos parents qui découvraient Internet. Pour eux aussi, c'était une menace dans la mesure où ils se disaient, les gens vont plus lire, ils vont devenir paresseux, peut-être qu'il y a des fake news, etc. Sachant que tout ce qui est dans les livres, en tout cas, on va dire que à 90%, c'est étayé, c'est vrai, c'est recherche, il y a la recherche. En tout cas, il y a les preuves que ce qui est écrit est vrai. Tu vois. Donc, ils se disaient tout ça, ils avaient plein de craintes. Mais après, Internet, c'est devenu un outil indispensable et Internet a ses bons côtés comme ses mauvais côtés, on dira. Donc, c'est pareil avec l'IA. Tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Si tu utilises à bon escient, comme toi tu le fais dans ton travail, c'est pareil pour moi. Je suis chargée de communication digitale. J'utilise l'IA au quotidien, mais je ne copie pas textuellement les tests. Et attention, l'IA fait parfois des erreurs, donc faut relire et tu verras que des fois il y a des mots qui sautent ou il y a des phrases qui sont pas cohérentes ou il y a des, c'est que je déteste, c'est les emojis à tout bout de champ. Et moi, maintenant, je sais comment reconnaître des tests par l'IA. Faut juste regarder les hashtags parce que les hashtags, tous les hashtags commencent par une lettre majuscule. Quand tu vois ça, c'est que c'est de l'IA. Il y a le tiret là aussi que tout le monde connaît, le fameux tiret, et sans compter les emojis. Bon, enfin bref, utilisez juste l'IA à bon escient et ça va vous aider au quotidien. Et je pense que dans la société dans laquelle on évolue, on ne peut pas se permettre d'être ignorant parce que tout nous est donné. Tout est là en fait. Toutes les informations sont là. Voilà. Exactement, Audrey. Moi qui est en train qui est en plein apprentissage aujourd'hui dans le secteur des assurances, tu as beaucoup de compagnies d'assurance dont je ne vais pas citer, qui aujourd'hui avec l'avancée de l'intelligence artificielle générative, qui, euh, qui ont annoncé la suppression de beaucoup de postes, plus de 1000 postes aujourd'hui dans le secteur des assurances, sur des postes d'assistanat, des postes de gestion par exemple. Et tu as aussi le groupe dans lequel j'évolue, qui au lieu de supprimer des postes aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, continue de recruter et continue de former les différents collaborateurs à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est un gain de temps. Et puis aujourd'hui, l'IA, ça permet d'automatiser aussi beaucoup de tâches dans le traitement des activités aujourd'hui des différentes compagnies d'assurance. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Par exemple, moi, j'ai écrit 2 mémoires. J'ai écrit un en licence 3 et un en master. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle, il n'y avait pas encore ChatGPT. Et j'ai réussi à faire ça et j'ai eu de très bonnes notes. Donc, cette année, je dois écrire un mémoire encore. Et je sais pas, je suis pas stressée parce que je me dis, je vais pas totalement utiliser l'IA, mais je vais l'utiliser parce que dans mon école, on le permet. Mais il faut juste signifier comment tu l'as utilisé, pourquoi tu l'as utilisé. Mais je peux pas stresser parce qu'il y a l'IA. Ce que j'écrivais, je prenais une semaine pour l'écrire en une journée, je l'écris. Donc franchement, c'est un gain de temps, c'est quelque chose qui est utile, qui aide. Il faut juste savoir comment l'utiliser tout simplement et faut être intelligent dans l'utilisation. Voilà. Alors bon, on va fermer la page de l'IA. On va revenir à ce qui nous intéresse, la vie des étudiants étrangers. Dis-moi, comment t'as appris que tu venais en France? Raconte-moi un peu l'annonce, l'acceptation des universités. Comment ça s'est passé? Alors, ça a été un parcours de combattant. Je vais l'évoquer. Moi, je suis croyant. J'essaie d'exceller au fur et à mesure aussi. Et donc, je me rappelle, j'ai déposé, quand j'ai eu l'acceptation d'abord, auprès de l'école de commerce privée, il fallait avancer les frais d'acompte. Et donc, chose faisante, j'ai poursuivi la procédure Campus France avec la structure. Et au niveau de l'étape du visa, j'ai déposé la demande du visa un vendredi à la structure en charge de cette démarche. Et j'ai récupéré mon visa un vendredi. J'ai obtenu mon visa un vendredi. Et donc, c'était vraiment... je veux dire, il y a un monsieur qui disait sur les réseaux, sur Facebook, au niveau que les étrangers prient
pour avoir les visas. Donc, j'ai trouvé c'est un peu désolant. Sachant que c'est administratif, c'est des documents, faut juste... En fait, ce que les gens n'ont pas compris, moi aussi, je suis chrétienne catholique et très croyante. À chaque moment où j'ai l'opportunité de le dire et de l'affirmer, je le dis. Parce que pour moi, c'est être naïve ou c'est être ignorant ou dans le déni de dire que il y a pas quelque chose qui est plus fort que nous qui existe. Il y a un truc qui est rassurant pour nous, c'est l'amour des parents. De savoir que on a quelqu'un à qui on doit rien, mais qui nous doit tout et qui nous donne cet amour à la fois 1000, en tout cas pour certains, la plupart d'entre nous. Ça, on se sent rassuré. Et on se dit, j'ai un problème, je peux appeler mon père, je peux appeler ma mère, ou je peux juste parler, je peux appeler mon père, je peux appeler ma mère. Sachant que c'est des humains. Donc, imaginons celui qui a la base de tout ça. Franchement, pour moi qui suis croyante, moi, Dieu dans ma vie, dans mon parcours, il a été à tous les niveaux. Je peux prendre des heures pour en parler. Donc, pour ceux qui pensent que ça n'existe pas, tant mieux pour eux. Mais comme disait un philosophe, mieux vaut croire et quand tu meurs, il y a rien, que si tu ne crois pas et que tu meurs, il y a quelque chose. Donc voilà. En tout cas, nous qui croyons, on va continuer à prier pour les objectifs qu'on veut pour notre vie. Ceux qui croient pas, bon, la vie, l'univers va vous aider. Ouais. Nice. Donc, oui, tu as tout à fait raison. Donc, pour moi, ça a été un coup de grâce. Ouais. Quand j'ai vu le visa, pourtant, j'avais fait la procédure avant plus de 2 fois. Oui. Ça n'avait pas marché. Donc, quand j'ai vu le visa, j'étais tout content. Je tremblais même, en fait. Donc, j'étais tout content. Je dis, bah, finalement, ça a marché. J'ai directement appelé ma grande sœur qui était à l'initiative aussi de cette bénédiction, de cette nouvelle, pardon. Et donc, tout le monde était content. Et après, il fallait maintenant entamer les démarches pour la poursuite, pour le billet et pour l'arrivée en France. Ouais. En tout cas, franchement, félicitations. Merci. Je comprends tout à fait parce que je suis aussi passée par là. Moi, tu vois, c'est 2 semaines après ou peut-être 10 jours, 12 jours après, 2 semaines pratiquement, j'ai eu les résultats. Franchement, j'étais heureuse. J'ai appelé les personnes les plus proches pour annoncer. Pareil, tout le monde était dans la joie. On a même fait une petite fête et tout. Ce n'est pas seulement un document qu'on te donne, mais c'est une chance, en fait, qu'on te donne d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de profiter du système et toi-même aussi essayer d'évoluer à ta manière dans tous les sens du terme. Donc, ce n'est pas seulement tu vas à l'étranger. Je vais à l'étranger, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Je vais à l'étranger, c'est une nouvelle vie, c'est une transition. Donc, c'est normal, en fait. Voilà. Donc, franchement, félicitations. Et j'aimerais savoir, quand tu es arrivé en France, avant même ça, j'aimerais savoir, est-ce que tu as dit à tes amis que tu venais à l'étranger? Est-ce que tu as dit à tes amis proches? Comment ça s'est passé? Parce que je sais que en Afrique, de manière générale, on a un peu peur d'annoncer qu'on voyage. Tout à fait. Moi, je l'ai dit. Je parle, moi, il faudrait qu'on se l'avoue. Moi, je l'ai dit, mais à certains amis. Et même, j'ai grandi avec ma tante, ma petite soeur, ma mère, à qui je fais un gros bisou. Et donc... Elle s'appelle comment? Djeneba Bomba. Coucou tata Djeneba Bomba. Voilà. Donc... faut lui montrer le podcast, dis-lui qu'on lui a fait un coucou. C'est une femme formidable que je remercie le bon Dieu d'être son fils, d'être avec elle. Aussi à ma mère Fatou Bomba, ma mère biologique. Coucou tata. Et donc, j'ai informé mes amis. Et donc, il y a ma tante qui m'a dit, il faudrait que j'appelle le maman à mes amis pour l'informer de la nouvelle. Mes amis proches. Donc, je l'ai fait, tu vois. J'ai informé aussi les camarades. C'est très bienveillant. Aussi dans le quartier. J'ai informé plein de personnes que j'allais en France. Donc, moi, je l'ai pas caché. Ça se savait. Et même avant que je ne vienne en France, j'ai des amis qui m'ont fait des cadeaux, des sacs, des vêtements, des chaussures, qui viennent en France. Donc, moi, je l'ai vécu différemment. J'ai informé aussi mes amis. En tout cas, moi, toutes les personnes qui devaient savoir, je les ai informées, ont su. Mais je pense que j'ai dit à tout le monde comme toi, mais en tout cas, tous ceux qui devaient savoir, parce que mon cercle est très restreint, les gens de ma famille paternelle et tout, parce que c'est eux qui sont vraiment impliqués dans mes études, etc. Tout le monde, évidemment, tout le monde savait.
Quoi d'autre encore? Ouais, mes amis les plus proches aussi. Mais moi, je pense que en Afrique, les gens ont peur de le dire parce que déjà, ce qui est rare devient cher et devient, comment je vais utiliser un terme pour le décrire? Le fait, par exemple, que les gens ont du mal à sortir de l'Afrique, c'est ce qui fait que certains Africains sentent l'envie et je dirais une méchanceté naît, tu vois, le mauvais œil, tu vois, parce qu'ils se disent, lui il part, moi je reste, etc. En Europe, on n'a pas ce problème-là parce que c'est un non-lieu. Non. Le fait d'aller en Belgique, le fait d'aller aux États-Unis et tout, c'est un non-lieu parce qu'ils ont la capacité, ils ont le passeport pour. Donc aussi, pour éviter aussi et réduire les empoisonnements, chef d'État, essayez à ce sujet-là d'essayer d'aider aussi ceux qui ont les moyens et qui peuvent et qui sont réglo de voyager, de faciliter en tout cas, parce que je pense que ça va démystifier un peu la chose. Exactement. Voilà. Donc, arrivé en France, explique-moi un peu quelles ont été tes premières impressions. Alors, c'est une question très intéressante. Encore, quand je suis arrivé en France, moi, j'ai eu un déclic directement. Parce que, à l'époque, ma grande sœur elle était enceinte. Oui. Et donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, elle a mis du temps à venir me récupérer, me chercher, en fait. Mhm. Et donc, moi aussi, dans la file d'attente, j'ai décidé de prendre un taxi et de me rendre directement chez elle. Mhm. Et donc, quand je suis descendu du taxi, j'ai vu complètement une ville, si je peux employer le terme, une ville un peu déserte. Il n'y avait personne dehors. Okay. Moi qui suis habitué, j'ai vécu dans un cadre où il y a du monde, ouais. sociable. C'était dans quelle commune en Côte d'Ivoire? J'étais à Treichville. Ah, ok. Treichville. Avenue combien ou Avenue, à Cité Nana Yamoussoukro, avenue 13, dans une grande cité où il y avait pratiquement du monde, avec plus de 6 vigiles, il y avait du monde en fait. Oui. Il y avait tout le monde, il y avait beaucoup de personnes à la maison. Et donc, moi, ça a été mon premier déclic, mon premier choc, si je peux dire ainsi. Mais après, je me suis très vite habitué avec ça. J'ai vu que, on était j'étais dans un nouvel environnement, dans un nouveau monde. Et donc, il fallait faire avec, en fait. Ouais. Et ta sœur, si j'ai pas omis ou pas bien entendu, elle était dans quelle ville? Elle était à Bagneux. Ah, Bagneux, ok. Bagneux. C'est sur la baie, là? La baie, là. Ok, Bagneux, c'est très, très calme, donc je comprends. Ouais, c'est dans le combien? 91, 78? 92? 92, tout est dans le département de Haute-Seine, en fait. Ok, et t'es resté chez ta sœur pendant longtemps ou Je suis resté chez ma sœur pendant 1 an, quelques mois, je dirais, et jusqu'à ce qu'elle ait une mobilité professionnelle, pardon. Oui. Maintenant, elle n'est plus installée à Bagneux, elle est installée à Bordeaux Ah, ok. pour le boulot. Ok, d'accord. Donc, quand t'es arrivé, est-ce que t'as automatiquement commencé les cours ou il y a eu un moment, enfin, je sais pas, d'adaptation, je vais dire, à la ville avant de commencer les cours? J'ai commencé directement le cours. La semaine qui a suivi? Oui, la semaine qui a suivi, Ok. j'ai commencé directement le cours. Mais petite anecdote, moi et ma sœur, on s'est rendu en fait dans le mauvais campus. Ok. Parce que l'établissement est sur l'adresse, sur le site Google, ça avait mis une mauvaise adresse. Donc, on s'est rendu dans l'ancien campus. Et donc, c'est de là-bas qu'on nous a dit non, c'est pas ici l'autre campus, c'est à la Défense. Donc, on s'est rendu encore dans le nouveau campus. Et je trouvais qu'ils avaient pas. Ils avaient commencé le cours, ça faisait pas longtemps, moins d'une semaine. Ok. Et donc, elle m'a aidé dans les démarches pour faire mon passe Navigo et aussi pour faire la carte d'État, pour faire aussi. Ouais, tellement de papiers administratifs et tout. Oui. Et donc, j'ai eu la chance, mes papiers sont sortis en moins de 2 mois. Après, j'ai dû commencer le cours. Et dis-moi ton insertion, ton intégration à l'université, comment ça s'est passé? De mon point de vue, ça s'est passé super très bien. Super très bien parce que moi, je suis quelqu'un de social, introverti. Et donc, je suis le premier à aller vers les gens. Parce que je fréquente pas les gens, entre guillemets, par intérêt. Oui. Mais j'aime toujours aller, si je trouve quelqu'un qui a de la connaissance que moi, j'aime aller vers cette personne en vue soit d'échanger, d'apprendre du parcours de cette personne.
Et donc, mon intégration s'est très bien passée. J'étais dans une classe où il y avait pratiquement des Sénégalais, des Béninois, des Burkinabés, des Ivoiriens aussi. Et donc, ça se C'était majoritairement les gens de la diaspora? majoritairement les gens de la diaspora, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Mhm. On avait plus deux, trois Français aussi dans la classe, mais c'était majoritairement que des gens de la diaspora, des Ivoiriens, des Africains. Mhm. Ok, donc ça, naturellement, ça s'est bien passé. Parce que pour certains Africains, quand ils viennent et qu'ils sont dans des écoles où c'est majoritairement des Européens, des fois, c'est pas facile parce que l'intégration, c'est pas évident. Et surtout, ils font face au racisme. Et franchement, je dirais que c'est déplorable pour eux. En tout cas, c'est super bien. En tout cas, quand tu arrives et que tu vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent de ton continent, tu te sens pas seul et puis tu te dis bon, au moins je suis ailleurs, mais au moins là où j'ai passé le plus de temps, je serai avec des gens de ma communauté et ça, franchement, je trouve que c'est super sympa. D'accord. Et dis-moi la recherche d'alternance, comment elle s'est passée, la recherche d'alternance? Alors ça, cette richesse-là, c'est un parcours de combattant. C'est un Oui. parcours de combattant. Au moins, je suis quelqu'un qui aime pas procrastiner en fait. Mm. Et donc, même avant de faire des actions, d'effectuer des démarches, je m'assure toujours d'avoir soit un plan A, soit un plan B, et même un plan C parfois. Et je suis beaucoup quelqu'un qui est dans la réflexion. Je réfléchis et je pense beaucoup aussi. Et donc, j'ai décidé d'essayer à l'époque, après mon bachelor en finance, pour faute d'opportunités de stage en finance et en comptabilité, j'ai décidé de me réorienter vers un master en marketing. Et donc, quand je me suis réorienté, j'ai réussi à trouver en fait une alternance en marketing dans un grand groupe encore en France. Et donc, malheureusement, l'alternance n'a pas bien déroulé et le contrat a été rompu d'un commun accord avant la période d'essai. Et donc, après ça, j'ai eu beaucoup de remises en question. J'ai eu 24 heures de découragement. Donc, quand j'ai échangé à l'époque avec la manager qui m'a annoncé la nouvelle, quand je suis rentré chez moi, j'ai refait automatiquement mon CV pour commencer encore à rechercher l'alternance, commencer à parler de cela dans mon réseau, échanger avec les personnes. Et à côté aussi, je poursuivais les études et j'effectuais des jobs étudiants à côté. Et donc, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, bon, actuellement, sur le marché du travail, c'est très tendu. Ça sera pas, c'est difficile de trouver une opportunité. Donc, je réfléchis à un secteur où par la suite, où je me sentirais plus ou moins à l'aise, où j'aurais beaucoup de perspectives d'évolution aussi. Et puis, donc, j'ai décidé de réorienter mon choix vers le secteur de l'assurance. Voilà. Mais dis-moi, comment dirais-je, comment on arrive à ce niveau de résilience pour rebondir dans une situation comme ça, de se dire, oui, là, j'ai une alternance. Parce que le fait de trouver une alternance, de signer, je vous dis pas la satisfaction que ça fait. Et de revenir un mois après et on t'annonce cette nouvelle, comment tu te sens? C'est quoi ton premier ressenti? Et comment tu arrives à rebondir après ça? C'est grâce à l'aide de Dieu hein, par rapport à cette résilience. Et puis, je suis quelqu'un aussi, je me suis dit, on est un jargon chez nous en Côte d'Ivoire qui dit on est déjà né. On a déjà né, on va faire comment? On fait comment? J'ai toujours en tête que je suis à l'étranger, même quand je communique avec les parents, on me dit, tiens bon, tu n'es pas chez toi, tiens bon, tu fais deux fois plus. Fais 2 fois plus. Et donc, j'ai toujours cette mentalité-là. Même en étant en Côte d'Ivoire, j'ai toujours eu cette mentalité d'aller rechercher les opportunités. Il y a le président Sarkozy qui disait dans une de ses interviews, il disait que la chance, c'est tourner vers les opportunités. Tu vois. Donc, moi, j'ai toujours été du côté des opportunités. Toujours tourné vers ces opportunités. Je recherchais. Et même quand je vais parfois faire des courses, soit, je dis, dans un magasin Leclerc ou à Carrefour, j'essaie d'échanger avec les salariés de la boîte pour essayer de les demander comment vous avez fait pour travailler dans la boîte. Est-ce que je peux avoir le contact du responsable, du directeur?
On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais où les opportunités. Donc, ça m'a permis aujourd'hui de me faire un petit réseau, que ce soit dans le secteur informel ou aussi dans le monde des assurances. Ok, je comprends ta démarche quand tu vas contacter pour passer dans le K-Talk. Je me suis dit, ah mais c'est aussi sérieux, qui me contacte directement pour passer dans le K-Talk, ça fait plaisir parce que vous savez, les gens qui sont dans la banque et dans l'assurance, ils ont le profil assez sérieux, assez strict. Oui. Et quand ils décident d'oser l'activité, c'est que cette activité-là a de l'intérêt ou c'est que c'est quelque chose qui va être profitable d'une manière ou d'une autre, et c'est quelque chose qui a du sens pour eux, on va dire ça. Donc alors merci Johan et Eric d'être passés dans le K-Talk, ça fait toujours plaisir. Ok, donc explique-nous un peu ta deuxième recherche d'alternance. Comment ça s'est passé? Alors pour ma deuxième recherche d'alternance, il fallait dans un premier temps trouver un établissement, un établissement de très haute renommée dans le secteur des assurances. Ouais. Et donc, j'avais à la base participé à une conférence d'une association des étudiants étrangers, et j'ai fait la connaissance de la présidente de l'association. Donc, elle qui a fréquenté dans cette école d'assurance, et donc je l'ai approché via LinkedIn et on a échangé et j'ai eu un retour d'expérience, et même avant de porter mon choix sur cette école d'assurance, j'avais commencé à rechercher l'alternance. J'avais commencé à me renseigner sur quel poste je pouvais évoluer, et en fonction de mes diplômes, en fonction de mes compétences, en fonction de mes qualités, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais apporter. Il y avait combien de compagnies d'assurance, il y avait quel secteur, il y avait sur quelle branche je peux évoluer en fait sur le futur. Et donc, chose faisant, j'ai mis une stratégie en place, une stratégie typiquement basée sur LinkedIn. On aura le temps d'en parler après. Une stratégie typiquement basée sur LinkedIn qui me permettait en fait de rechercher, de retrouver la bonne personne. Quand je dis la bonne personne, c'est-à-dire le responsable du pôle de telle compagnie d'assurance, le manager. J'écrivais pas au RH. J'écrivais pas au RH parce que pour moi, les RH, ce sont pas plus ou moins des personnes décisionnelles dans le processus de recrutement d'une personne. Très intéressant. Donc, pour moi, c'était la bonne personne. Et quand je trouvais la bonne personne, j'arrivais à entrer en contact avec ce dernier ou cette dernière. Et donc, c'était par des échanges en messagerie privée sur LinkedIn. Et j'avais beaucoup de retours. J'avais pas de retours, mais pour moi, le plus important, c'était si la personne a réussi à voir mon message. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est pareil pour moi comme chez AXA. Quand j'ai eu des entretiens et tout, et après, je suis allée écrire à... Je crois que c'est le manager ou le directeur, en tout cas du pôle dans lequel je voulais faire mon alternance. Et il m'a répondu. Et après, le RH m'a appelé. Ouais. Ça m'a fait tout drôle parce que quand j'appelais avant, on me parlait sur un autre ton. Et quand maintenant le DG ou je sais pas, en tout cas le responsable, il appelle pour dire appelez celle-là et tout, on me rappelle avec beaucoup plus de respect pour me demander un entretien. Je me dis franchement la magie en fait, et c'est le courage en fait qui a fait que je me suis dit mais c'est le poste que je veux, il faut que je mette tout en œuvre pour l'avoir et tout. Et après j'ai eu un autre poste qui me convient le mieux et dans lequel j'évolue vraiment bien, et voilà. Mais franchement moi quand je suis arrivée, je me suis dit soit AXA soit Orange, c'était mes deux entreprises phares, parce que vu qu'ils sont en Côte d'Ivoire, je me suis dit si je veux rentrer, ce serait top d'avoir travaillé à AXA France et AXA Orange à l'international. Comme ça, quand tu rentres chez toi, tu te dis c'est tout bénef. Mais maintenant, mes priorités ont changé. Mais je suis bien dans mon alternance, mais j'aurais voulu au début faire ça. Mais franchement, là, c'est super top. Donc, je te laisse poursuivre. Effectivement, ce que tu viens de dire, ça permet aussi, dans ce type de cas, de raccourcir en fait le procès de recrutement. Oui. Et puis, ça te donne une réelle valeur ajoutée aussi aux yeux de la bonne personne. Ça montre que tu oses. Tu oses et que tu es vraiment motivé pour rejoindre la boîte, tu es vraiment motivé pour apprendre. Oui. Et donc, moi, en entamant cette démarche-là, cette stratégie, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai passé plus de 10 entretiens.
Et puis, j'étais tout à l'aise. Faut que tu nous donnes ta méthode. L'astuce. N'est-ce pas? Il faut qu'il nous donne la méthode. Voilà, je sais pas si, bon, à la fin, on en parlera, je reviendrai là-dessus. C'est une question que je vais te poser. Bon, je dirais pas une question, mais une information. Et en tout cas, on a besoin de ton astuce, là. Ouais. Donc, vas-y, Et poursuis. donc, concernant cette astuce, Oui. je l'ai adapté et puis j'ai beaucoup utilisé aussi l'intelligence artificielle dans le développement aussi, dans la rédaction des courriers, des relances, des messages aussi, dans cette stratégie. Donc, j'ai eu beaucoup de retours, comme je le disais, et je passais beaucoup d'entretiens. Et donc, avant de passer ces entretiens, j'ai eu beaucoup de travail en interne sur moi-même, sur comment passer l'entretien. Je me suis beaucoup renseigné sur l'activité de ces différentes compagnies d'assurance. L'information. Et donc, et même après aussi, j'ai même aidé, je parlais de Dieu, j'ai même guidé aussi une fille, une amie qui recherchait une alternance en marketing aussi. Et finalement, elle a mis en place aussi la même stratégie que moi. Et donc, par la suite, elle a fini par trouver aussi une alternance. Super. Et quand tu as trouvé, c'était quoi ta première sensation? Honnêtement, j'étais moins heureux. Okay. J'étais moins heureux que la première fois. Que la première fois parce que, comme je le disais, les cours avaient déjà commencé depuis début septembre. Et moi, disons, on était jusqu'à fin mi-septembre, je l'ai pas trouvé. Donc, comme je l'ai dit auparavant, soit j'ai un plan A, soit j'ai un plan B, soit j'ai un plan C. Et donc, moi, à cette époque, dans ma tête, c'était le plan B. Si je trouve pas, je vais financer la formation par mes propres moyens. Et faut puis, que tu trouves un job à côté. Un job à côté. Et puis, j'avais l'opportunité de suivre la formation en ligne. Donc, tout en restant dans l'école d'assurance. Donc, j'avais que ça en tête. Et quand j'ai finalement obtenu l'alternance, la RH qui m'a appelé, elle m'a dit, finalement, moi, mon choix s'est porté sur toi parce que lors de notre échange, j'ai senti beaucoup d'honnêteté. Et puis, j'ai senti que tu étais quelqu'un de différent, qui était vraiment motivé pour à nous rejoindre. Donc, mon choix s'est porté sur toi. Quelle est ta réaction? Et je me sentais moins heureux. Parce que c'était pas que j'étais pas heureux, mais je m'attendais plus ou moins à ça. Je m'étais déjà fait, je pensais déjà à l'étape B, au plan B en fait. Donc moi j'étais moins heureux à l'époque. Quand je trouvais l'attente, j'étais moins heureux que quand j'avais trouvé pour la première fois. Ouais, je vois. En tout cas, on va pas dire le nom de là où il fait l'alternance, mais moi je sais. Je peux vous dire que en tout cas, il a réalisé l'un de mes rêves. Mais franchement, franchement, félicitations. Parce que vu, en fait, le groupe que c'est, tu dois te dire, enfin, il doit avoir la joie, forcément, d'une part ou d'une autre. Mais, vu que tu as traversé ces moments de difficulté, d'incertitude et tout, je comprends tout à fait aussi cette réaction. Mais moi, franchement, si j'étais à ta place, j'allais fêter, quoi, me connaissant. Parce que je me suis dit, c'est là, j'ai envie d'être, on m'appelle, quoi. Non, mais je comprends tout à fait. Parce que quand tu cherches quelque chose, au moment où t'es épuisé, et puis, si t'as la tête ailleurs, c'est évident que tu te dises, bon, ok, tant mieux, quoi. Voilà. Et aussi, j'aimerais que tu dises, en fait, aux étudiants qui recherchent une alternance actuellement, et ceux aussi qui sont en Afrique actuellement, qu'est-ce que tu peux leur dire, on va dire, par rapport, toi, à ton parcours? Ton parcours. Comment, tu vois, la perception que tu as de toi maintenant et celui d'avant par rapport à ce que tu as vécu ici, c'est quoi? C'est quoi? Alors, pour répondre à ta question, moi je dirais, moi j'ai une très bonne perception sur ma personne. Et puis je constate qu'il y a eu beaucoup d'évolution sur ma personne aussi. Et donc, moi, je trouve que l'alternance aujourd'hui, c'est un véritable tremplin pour apprendre parce que tu apprends, tu acquiers des connaissances théoriques à l'école. Oui. À l'école et tu viens sur le tas, tu apprends en entreprise. Donc, moi, dans mon cas actuellement, j'apprends beaucoup en entreprise. J'apprends beaucoup. En même temps que je fais des erreurs parfois en entreprise. Et j'ai un super tuteur qui est beaucoup conciliant, qui est beaucoup proche de moi. Donc, j'apprends beaucoup aussi en entreprise. Moi, je trouve que c'est une véritable opportunité. Je conseille aux étudiants étrangers de ne pas lâcher, en fait. C'est un parcours de combattant. Actuellement, vu les aides gouvernementales qui ont été réduites,
je suis en train aussi de fermer à l'avenir le système de l'alternance. Mais tout compte fait, il y a encore des opportunités. C'est de ne pas désespérer, de continuer à postuler, de regarder aussi d'autres secteurs comme la banque, l'assurance, l'industrie, l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de secteurs qui recrutent aujourd'hui. De même penser aussi, si besoin, à se réorienter. C'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix parce que moi, à la base, quand j'ai eu mon BT, je savais pas en fait quel métier j'allais faire. J'ai pas eu, dans mon enfance, j'ai pas eu de rêve où je voulais être médecin, pilote. Je savais pas quel métier je voulais faire. Donc aujourd'hui, là où je suis en train d'apprendre, mon objectif il est en train de se dessiner petit à petit. Mais toi, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi de ta vie en fait? Honnêtement, aucun. J'avais aucun métier en tête. Mais à côté, je joue au foot. Je joue très bien au foot. Tous ceux qui me connaissent, ils savent, je joue très bien au foot. Mais je rêvais pas de devenir footballeur. C'était juste du plaisir. Juste du plaisir, je m'amusais. Même actuellement, je joue, je profite, je m'amuse. Mais j'avais pas de métier en tête. On dirait que peut-être tu voulais juste être riche, mais tu sais pas comment tu... Peut-être. Pas quelle branche. Peut-être. En tout cas, contrairement à toi, moi, j'ai toujours su que je voulais être une star. Ça, moi, en montant dessin, c'est mon rêve et je vais le réaliser. Et je me suis dit, pour être une star, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut passer à la télé. Pour passer à la télé, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire de la com. Faut faire des études com. Après, donc, en fait, moi, je suis dans le processus de ce que je veux pour ma vie. Tout ça, c'est dans mon imaginaire. J'étais dans ma chambre, j'ai pensé au K-Talk. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis étudiante étrangère. Comment mélanger mes deux passions, ce que je vis actuellement? Et c'est là qu'est né le K-Talk. Donc, je dirais que je suis dans le processus de l'accomplissement de ce que je veux pour ma vie. Donc, quand j'entends quelqu'un qui me dit, depuis petit, je savais pas ce que je voulais faire. Moi, 7-8 ans, on m'appelait la star à la maison. Donc, pour moi, c'est écrit, genre, je vais faire la télé, je serai une star, je sais pas, genre, tu sais, il y a un truc dans la vie, souvent, je te dis que t'es né pour ça. Je sais pas, en montant dessin, tu te dis qu'il y a un truc en toi, tu sais que c'est là-bas, mais tu sais pas le moyen par lequel, mais tu sais que c'est là-bas. Il y a des destinées comme ça, hein. Moi aussi, même actuellement, dans mon alternance en entreprise, on m'appelle Monsieur le ministre, Monsieur le Président. Et je te jure que t'as la carrure pour ça. Oui, parce que quand je m'essieds, ça me fait plaisir. Même ma manager, parce que je m'habille en fait, je me mets dans la peau du directeur en fait, de notre directeur. Je m'habille super bien. Je sors, je suis toujours classe, tranquille, posé. Donc, et ponctuel. Oui, ponctuel. Donc, on me disait, président, monsieur le ministre, mais moi, je dirais pas que j'ai horreur de la politique, parce que la politique, les décisions politiques qui sont prises, ça impacte un peu tous, même si on ne fait pas de la politique. Mais, j'ai pas envie de faire de la politique. Tu sais, quand tu es appelé à faire quelque chose d'une manière ou d'une autre, quand la chose viendra vers toi, ça sera simple, tu vois. Tu vas te sentir là où tu as envie d'exercer et tu verras en fait l'impact que tu as sur la population, sur toi-même aussi. Parce que tu sais, quand tu fais quelque chose qui te passionne et tu sais que ce que tu fais, ça a du sens, ça te procure quelque chose et tu te sens utile, tu vois. Et en tant que croyant aussi, le fait que tu te sens utile à ta société, c'est quelque chose en fait qui te conforte en fait dans ta croyance. Tu te dis Dieu en fait il t'a mis sur la terre, c'est pour aider, et ce que tu fais, tu aides. Donc peu importe le domaine dans lequel tu es, si tu vois que ce que tu fais ça a du sens et que ça impacte la vie des populations et que toi aussi ça t'impacte, tu verras que même si c'est un poste de ministre et tout, tant que tout est clair, je pense pas que ça va te déranger, et ça viendra de manière linéaire, genre simple, comme l'eau de roche. Voilà. Là, on va parler de tes difficultés. T'as connu en France. Quelles ont été tes premières difficultés? Qu'est-ce que t'as ressenti, t'as vécu? Tu t'es dit, faut peut-être que je retourne chez moi, j'en peux plus, la France est difficile et tout. Dis-moi un peu comment t'as vécu tout ça? Ma réponse va peut-être un peu du tout aussi les auditeurs. Vas-y, je t'écoute. Honnêtement, j'ai pas rencontré d'énormes difficultés. Comme je dis, j'étais accompagné, j'étais avec ma sœur. Et en termes de difficultés, en fait, même avant de venir en France aussi, je me suis mis en tête que c'est pas facile. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Je vais à l'aventure. Père à son âme, mon père, il me disait, mon fils,
tu vas à l'aventure. L'aventure, c'est pas facile. Donc, tiens le coup. Il est Moi, il y a difficile. des petits, il y a des petits, Ouais. il y a des petits mots, il y a des petites paroles qu'on me dit, ça me fait de l'effet, ça me fait réfléchir. Ouais. Donc, et puis qui me font, ça fait que je garde ça en mémoire. Ouais. Donc, je me suis beaucoup aussi réfugié dans la On spiritualité, a appris. dans la prière. Mhm. C'est sur ça qui a été beaucoup ma force. Je conseille aux étudiants étrangers, priez, postulez, priez, ayez vos CV, priez, mais continuez d'espérer. Parce que c'est ce qui va vous donner le courage et la force de continuer. Parce que tu vas te dire, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Voilà. Donc, on va laisser la force qui est plus grande que moi agir. Donc, Ouais. peu importe les croyances de chacun. De tout un chacun, ouais. Chacun, peu importe les croyances de chacun, le truc c'est de prier, Ouais. espérer. Il y a un ami qui me disait, Eric, c'est quoi le secret pour trouver une alternance? J'ai n'y a pas de secret. Le secret, pour nous qui croyons, c'est Dieu qui donne l'alternance. Il n'y a aucun secret. Moi, je crois pas aux gens, aux différentes agences qu'on peut trouver un peu sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, des soi-disant recruteurs. Ah, je peux te trouver une alternance en 31 jours, ou je peux te faire un accompagnement pour trouver une alternance. Déjà que l'étudiant, il galère à trouver une alternance, comment est-ce que il va se démerder pour payer encore pour pouvoir trouver une alternance? Je suis rentré dans un groupe WhatsApp comme ça, j'essaie de regarder comment ça se passe. C'est ça que j'ai pu aider une fille que j'évoquais tout à l'heure, pour qu'elle puisse trouver son alternance. Je contactais des étudiants pour leur dire, bah, moi j'ai une stratégie, moi je peux vous conseiller là-dessus. Si vous la mettez en place, vous verrez que avec l'aide de Dieu, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Donc, il y a eu certains étudiants qui se sont désintéressés. Et donc, l'amie en question qui, elle, je pensais qu'elle était désintéressée, c'est qui m'a forcé, elle m'a rappelé, insisté, jusqu'à ce que je l'accompagne. Et puis, elle a finalement pu trouver. Franchement, ouais, franchement, c'est top. Ouais. Comme tu as dit, l'alternance, comme tu as dit, c'est Dieu qui te donne pour les croyants. Parce que c'est pas évident, hein. Moi, je connais une copine, là, qui a eu une année, elle n'a pas eu l'alternance. Donc, c'est elle qui a dû payer ses cours. Elle travaillait chez Monoprix. En même temps, elle était étudiante. Donc, c'est elle qui payait 10 000 euros. Vous vous imaginez? 10 000 euros. Donc, elle travaille sans arrêt. C'est elle qui se prenait en charge, tout ça et tout. Franchement, moi, je pense que les étudiants étrangers, peu importe la nationalité, vous êtes des héros, quoi. Franchement, vous êtes des warriors, comme on le dit. Ou soit vous avez, je sais pas, une force de vaincre. Et je pèse même mes mots. Vous ne laissez personne vous déstabiliser, vous faire croire que vous êtes n'importe quoi, ou vous faire croire que vous n'avez pas de valeur. Ce que vous subissez, ce que ce que vous subissez, c'est pas tout le monde qui peut subir ça et réussir. Voilà. Donc, franchement, félicitations à vous et ceux qui viennent d'arriver, bon courage. C'est pas facile. Comme lui l'a dit, il n'a pratiquement rien vécu de difficile, peut-être à part la recherche d'alternance. Mais sinon, il a rien vécu de difficile. Et ça arrive à beaucoup de personnes, même à moi aussi. J'aime bien le dire. C'est pour ça que j'ai créé aussi ce podcast. C'est pas tout le monde qui vit des difficultés en France. Moi, je n'ai jamais rien vécu de compliqué dans ce pays. Un mois après, j'ai eu mon stage. Que dès que j'ai fini mon stage, une semaine après, j'ai trouvé mon alternance. Tout était successif et tout. Et pourtant, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on me disait que ça allait être difficile pour ça, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et moi, j'étais venue avec ces stéréotypes-là. Et sur le terrain, j'ai vu que c'est pas ce qu'on dit. Mais il y a aussi des personnes qui vivent ces difficultés-là, qui ont des problèmes pour l'alternance, pour le stage, pour trouver quoi encore. Oui, alternance, stage, job, étudiant, CDI, etc. En tout cas, qui ont des problèmes pour tout. Ça arrive, il y a des cas comme ça. Mais c'est pas pour ça que vous allez refuser, par exemple, d'oser ou de vous mettre des stéréotypes et vous-même de condamner, en fait, vos chances. Parce que si tu viens avec ce stéréotype-là de dire que moi, j'ai entendu ça, ok, c'est que peut-être ça va se passer comme ça. Je pense que ça va te bloquer aussi des chances. Donc, viens avec l'ouverture d'esprit et puis viens avec la rage de vouloir évoluer, de vouloir réussir et les portes vont s'ouvrir. Ça ne sera pas facile, mais si tu crois, si tu forces, si tu travailles dur, tu vas forcément trouver une issue de secours. Voilà. Exactement. C'est très véridique ce que tu viens de dire. Parce qu'aujourd'hui, même les étudiants français galèrent aussi à trouver de l'alternance. Bien sûr. C'est pas que les étudiants étrangers. Donc, imaginez-nous. Ouais. Après aussi,
certains seront plus ou moins d'accord, il y a le réseau, mais faudrait pas, comme tu l'as dit, faudrait pas se mettre de barrières pour la recherche d'alternance. Moi, je pense à l'époque, quand je t'ai dit, avant de prendre une décision, de faire une action, j'ai déjà pensé à ce pourquoi je suis en train de faire. J'ai déjà confié ça à Dieu. Quand je me réveillais parfois les matins, j'imprimais mon CV. Quand je cherchais le job étudiant, j'imprimais mon CV en 6 exemplaires, 10 exemplaires. Et je prenais mon téléphone, Google, les restaurants dans les environs là où j'habite. Quand me dans les restaurants, ou à plus de 10 km, 25 km, je me réveille, je prends le métro, le train, le bus. Je pose mon CV partout. On me dit, non, on a déjà recruté. Je dis, c'est pas grave, gardez mon CV. Au cas où il y a un poste qui est disponible, vous pouvez m'appeler. Quand je vais, on me dit, ah mince, on vient de recruter une étudiante. Un étudiant, je dis, c'est pas grave, regardez mon CV, moi je serai disponible. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fait la rencontre de quelqu'un, je sais plus trop, j'ai plus son nom en tête, qui était Carrefour, qui m'a donné le nom d'une agence d'intérim. Et je lui ai dit le nom de la boîte, c'est Hotjob, que je recommande vivement pour tous les étudiants étrangers qui arrivent en France, qui veulent bosser dans l'intérim. Le nom, c'est Hotjob, H-O-C, Job, J-O-B. C'est une très bonne boîte d'intérim. C'est très nouveau, hein. C'est très nouveau. Ils sont plus basés à Nantes, dans le département, dans la région 44 000. Donc, par le biais de cette personne-là, j'ai connu la boîte, je me suis inscrit. Ils recrutent en fait sans CV. Ils recrutent en fait sans CV. Tu appelles, tu t'inscris sur l'application, tu mets les justificatifs. Et puis, c'est pour bosser, être rayonniste, bosser chez Carrefour, à Leclerc, tu vois. Donc, c'est des jobs qui sont moins compliqués, moins difficiles. Donc, moi, j'ai fait ça jusqu'à ce que je puisse travailler. J'ai travaillé avec plus d'1 an avec cette boîte d'intérim. Ils payent super bien. L'entente est très bien. Quand tu vas aussi dans ces différentes missions, le truc aussi, elle est bien fait le boulot. Elle est bien fait le boulot. Et puis après aussi, il y a plein de retours positifs. Et donc, ça fait que à chaque instant, ils m'appelaient. Il y avait des missions, ils m'appelaient. Mais le truc, il était question de disponibilité. Moi, je conseille aux étudiants de ne jamais renoncer à un job étudiant au détriment de leurs études. Ah, mais c'est exactement ça. C'est le truc, c'est l'erreur, la plus grande erreur qu'on a aujourd'hui en tant qu'étudiant étranger. On le fait quand on commence un job étudiant, on commence à toucher 1 000 €, 900 €. Non, ça va, j'ai de l'argent, j'ai pas envie d'aller à l'école, soit on commence à sécher le cours. Donc, moi, c'est le conseil que je peux donner là, d'être assidu à l'école, pour ne pas avoir des soucis avec l'administration. Parce que ce qu'ils oublient, c'est que c'est ce pourquoi tu es venu ici qui te permettra de renouveler ton titre de séjour. Donc, si tu n'es pas assidu, si on te demande tes moyennes, on te demande, ton diplôme, tu peux pas donner, au QTF, on te demande, monsieur, retourne chez toi, t'es venu pour un truc précis, et tu viens là, tu oublies pourquoi tu es venu. Et je parlais de ça dans l'un de mes podcasts, je crois que c'était dans le 4e épisode. Je disais, quand vous venez pour étudier, venez pour étudier. C'est ça l'objectif principal. Le reste, tu peux le faire après, mais faut pas que ça empiète sur ce pourquoi tu es venu. Sinon, tôt ou tard, tu vas le regretter. Voilà. Donc, je pense que là, on a fait le tour des questions. J'aimerais te poser une question, on va dire, très importante pour nos auditeurs, pour moi-même aussi, parce que j'aime bien demander l'avis de mes interviewés, de mes invités sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses que nos dirigeants devraient faire pour améliorer les conditions de vie des étudiants étrangers à l'intérieur? À l'extérieur. C'est une question très pertinente. Ouais. Moi, je pense que il y a un adage encore chez nous. On dit l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Tu vois? Donc, c'est pas pour... Moi, je suis pas d'accord parce que je suis pas afro-défaitiste. Moi, je crois que on va se réveiller un jour et on commence à se réveiller. Il y a beaucoup de choses qui se font. On a été un peuple qui a été esclavagisé pendant
plus de 400 ans et on arrive aujourd'hui, nous, à parler comme ça, bon, on avait notre culture aussi, on n'était pas des personnes qui étaient sans culture. On arrive à se lever et à faire ce qu'on fait là actuellement. Il y en a qui n'auraient pas pu faire ça. Donc, franchement, moi, je pense que les Africains, on est forts. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et monsieur, l'ennemi de l'Africain, c'est pas l'Africain. L'ennemi de l'Africain, c'est des personnes qui sont malhonnêtes et qui veulent pas le bien de leur prochain. Poursuis. Non, mais je vais rebondir sur ta dernière phrase concernant. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, récemment, il y a le ministre de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il allait restreindre en fait les bourses pour les étudiants étrangers ivoiriens qui viennent en France et qui veulent pas retourner en fait après leurs études en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que il faut aujourd'hui un cadre très structurel qui va permettre en fait de favoriser le retour des étudiants dans leurs pays respectifs. Parce que je peux pas être en France après les études, être jeune diplômé, avoir de l'expérience dans un pays. Moi, je suis très reconnaissant aujourd'hui de tout ce que j'ai en France ici. Donc, ça, il faut le dire. C'est un très beau cadre ici. C'est très favorable aussi, malgré les difficultés. Donc, c'est nos dirigeants qui doivent trouver des moyens aujourd'hui d'inciter les étudiants à revenir aujourd'hui en France parce qu'il y a beaucoup à faire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pardon. Il y a beaucoup à faire, il y a du talent, il y a des jeunes diplômés qui ont envie de revenir, mais quand on pense que si je reviens, je serai mal payé. Il y a aussi comment est-ce que ça va, quelle sera la perception des salariés de mon pays vis-à-vis de moi? Est-ce que l'ambiance au travail il sera top? Donc, il y a tout ces beaucoup de choses en ligne de compte. En tout cas, c'est totalement vrai les points que tu as évoqués. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'ils créent un cadre très structuré qui va permettre aux étudiants de la Côte d'Ivoire de s'intéresser à leur pays. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'en parlais dans mon autre podcast, si j'ai l'impression que mon pays s'est impliqué dans mes études à l'étranger et que j'ai toujours cette connexion avec mon pays, j'aurais envie de retourner dans mon pays. Et là-bas, au moins, par exemple, si dans chaque ambassade, il y a des rencontres, il y a des opportunités, il y a des hommes d'affaires qui viennent, qui disent, on a un tel poste et tout, qui veut postuler, etc. Essayez de garder ce lien, de créer ce lien-là, afin que je me dise que peut-être que chaque 3 mois et tout, il y a des conférences, il y a des apporteurs d'affaires, il y a des entreprises qui veulent recruter, etc. et tout. Je vais et j'essaie de networker, j'essaie de créer du lien et tout avec les gens et on sait jamais ce que ça peut m'apporter. S'il y a un truc comme ça qui est créé, il y a des boîtes comme Orange, etc. et tout, la BAD, etc. qui viennent recruter chaque 3 mois, chaque 6 mois, mais on va se bousculer. Moi, franchement, j'aime bien ma vie actuellement ici. Je suis autonome. La France m'a permis d'être autonome, d'accroître mes qualités et comment je vais dire ça, mes compétences. Mais franchement, du plus profond de mon cœur, je me vois pas terminer ma vie en Occident. Franchement, la Côte d'Ivoire me manque tellement, franchement. Vous savez pas à quel point pour moi c'est le meilleur pays du monde. Manger mon attiqué fait par ma maman et tout. Avoir ma vie simple mais heureuse parce que pour moi c'est l'objectif de la vie d'être heureux. Peu importe les moyens qu'on a, c'est d'être heureux. Il y en a qui sont heureux avec 50 000, il y en a qui sont heureux avec 100 000, 1 million. Chacun sa définition du bonheur. Et moi, c'est rester avec ma famille, avec les gens que j'aime, avec le soleil. C'est ce qui me rend heureuse, pardon. Donc, franchement, si j'ai une très bonne opportunité dans mon pays, je vais rentrer chez moi. On est mieux chez soi. Je vais me tailler. On est mieux chez soi, Audrey. Et puis, il faut que aussi nos dirigeants, nos gouvernants facilitent le retour aussi des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande pénurie de talents, que ce soit dans l'enseignement universitaire aujourd'hui. Il faut des enseignants, il faut des chefs d'entreprise, des personnes qui ont appris, qui ont assez d'expérience aussi, qui ont une autre vision du monde de l'entreprise en France et qui veulent aussi retourner. Oui, exactement. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des soldats que vous envoyez à l'étranger. Voilà, donc ces soldats-là, ils doivent revenir pour combattre pour le pays. Mais si vous investissez pas assez, ils vont rester. Moi, je conseille les étudiants étrangers si besoin, je dis bien si besoin, de se réorienter. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont très porteurs. Il y a beaucoup de perspectives d'évolution. Donc,
J'ai rien contre ceux qui font le marketing ou la communication. Même tout à l'heure, j'écoutais un podcast légende d'une jeune fille qui a eu un déclic, qui s'est réorientée dans la communication digitale. Elle forme aujourd'hui, elle a formé pardon, plus de 6000 personnes à évoluer vers le poste de community manager. Donc, il y a de l'emploi. Il y a beaucoup de postes à pourvoir en France. Il y a beaucoup de secteurs encore qui recrutent. Donc, au grand besoin, vous pouvez vous réorienter, mais soyez curieux. Soyez curieux, renseignez-vous. Il y a des conseils d'orientation professionnelle. Moi, je me rappelle à l'époque, à l'université Paris Nord, sur Paris, je me suis rendu là-bas, j'ai échangé par rapport à mon projet. Et donc, moi, je conseille de beaucoup réfléchir, de beaucoup revoir le projet professionnel. Et même pour les démarches administratives, de joindre beaucoup de lettres explicatives par rapport au projet, parce que ça joue beaucoup aussi sur ces différentes démarches-là. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après, le diplôme, c'est comment tu t'en sers? Moi, actuellement, je suis en RSE, mais j'ai mon diplôme de communication. Je voulais pas que ça dort, donc j'ai créé ce podcast pour être toujours en lien avec ce que j'aime, la communication. Plein de trucs que je fais sur les réseaux et aussi professionnellement parlant aussi, il y a des choses que je fais pour ne pas perdre en fait cette graine-là de la communication et tout. Donc, tout dépend de comment tu t'en sers. Tout dépend de là où tu veux aller, les opportunités que tu crées à travers ton diplôme. Parce que le diplôme, c'est bon, mais après, les opportunités, c'est toi qui crées les opportunités, c'est toi qui vas chercher les opportunités, comme il a dit tout à l'heure. Il y a un domaine aussi qui recrute bien, là, le QHSE. Au début, moi, c'était un truc qui m'intéressait pas trop, mais vu que je suis dans la RSE, je suis pas très loin. Et franchement, et je travaille dans un groupe aussi QHSE actuellement. Et franchement, c'est un domaine qui recrute partout, en fait. 5 ou dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Et comment tu te vois? Alors, c'est une question, comme je t'ai dit, c'est une question, maintenant, je suis moins indécis là-dessus, parce que je me dis, après mon alternance, je compte bien la finalité, hein, j'ai trouvé un CDI dans le secteur, dans le périmètre dans lequel j'évolue en assurance, histoire d'acquérir de l'expérience, mais je vise un poste euh, plus ou moins mieux rémunéré en assurance, qui, j'espère, Dieu voulant, que je pourrai atteindre cet objectif dans 5 ans. Donc, sinon, pour l'instant, l'objectif, c'est d'avoir le diplôme et puis d'avoir un CDI par la suite. Donc, je dirais que on est pratiquement au terme de notre émission et j'aimerais te demander quelque chose. Si tu devais donner un message à un étudiant qui vient d'arriver et un étudiant qui aimerait venir étudier en Europe, ce serait quoi? Je vais te laisser et tu vas prendre la parole. Alors, le message que je pourrais donner à chaque étudiant étranger, c'est d'être curieux, de sortir de sa zone de confort et de s'intéresser à son secteur d'activité, c'est-à-dire approcher les différents étudiants, les diplômés, même aussi les chefs d'entreprise qui sont passés par là. Et il y a un canal aujourd'hui qui permet aujourd'hui de rencontrer du monde, d'échanger avec du monde, c'est LinkedIn. Moi, je conseille aux étudiants de d'être sur LinkedIn, d'être actif sur LinkedIn parce que c'est une véritable opportunité qui permet aux étudiants de s'exprimer, de rencontrer du monde. Donc, surtout d'être curieux. Et puis, comme je l'ai dit, hein, le secret au-dessus de tout ça, c'est Dieu. C'est la croyance de chacun aussi, c'est Dieu. Et puis, de continuer de persévérer, d'aller rechercher les opportunités. Ainsi prend fin le 6e épisode du K-Talk. Eric, ce fut un plaisir de partager ce moment avec toi. Moi également, Audrey, je suis très enchanté d'avoir pu échanger avec toi dans ton podcast. Je trouve que c'est une très bonne lucarne de donner aussi la parole aux étudiants étrangers de s'exprimer, de partager leur parcours et puis aussi d'inciter les étudiants étrangers à vouloir poursuivre leurs études en France et puis à s'orienter aussi dans le choix de leur carrière professionnelle. Effectivement.
Parce que franchement, merci pour tes encouragements, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, faire une activité qui a du sens, faire quelque chose qui a du sens. Et franchement, ça me procure beaucoup de bien parce que je sais que je suis utile à ma communauté. Je sais que je fais des choses qui vont apporter, je dirais, de la connaissance, de la motivation et surtout beaucoup d'informations aussi à tous ces étudiants qui nous suivent. Et voilà, donc prenez soin de vous et n'oubliez pas, take action today!